Bonjour, bienvenue dans le Café du Commerce pour notre débat hebdomadaire. Alors nous accueillons Isabelle Le Callennec, qui sont haut la Bretagne. Bon, en fait, vous êtes républicaine. Je suis députée au Parlement européen, LR, et je siège au PPE. Double casquette. Stéphane Roudotte, vous êtes maire de centre droit à Gouesnou, vice-président de la métropole et au conseil régional également. Voilà. Bonjour Hubert. Pierre-Yves Cadalin, vous êtes toujours à la France Insoumise. Toujours. Pas de changement. Ah, non. Pas passé au PS encore. Cohérent et clair, comme d'habitude. Voilà. Et on parlera peut-être ensuite des enjeux locaux. Et Guillaume Couvet, vous êtes toujours à la retraite, mais néanmoins assez actif. Agriculteur, ancien responsable de l'Office bovin. Mondial des viandes. Voilà, bon, alors, hier, donc, 500 000 manifestants en Bretagne, en France, 500 000 en Bretagne, plus que lors du mouvement Bloquons tout, où ils étaient 200 000, et quand même moins que lors de la réforme des retraites. Pour vous, c'est un succès? Vous êtes content? Il y avait autant de manifestants à Brest-Carène, c'est votre jauge, non? Oui, mais il y avait beaucoup de monde et ça rejoint en réalité le niveau des mobilisations pour la retraite parce que d'ailleurs, ce sujet-là n'a pas été purgé politiquement au sens où il n'a pas été réglé. L'Assemblée nationale, dans sa composition actuelle, eh bien, elle est pour l'abrogation de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. La rue l'a montré très largement, les syndicats, les millions de citoyens mobilisés, donc ça fait partie des revendications qui étaient à l'ordre du jour hier, parmi d'autres. Celle de la justice fiscale, celle de la reconstruction de nos services publics, de l'école, de l'hôpital. Donc c'est dans la joie et la détermination de ces manifestations se sont très bien déroulées, massivement, effectivement, et plus d'1 million de personnes dans tout le pays. Et donc oui, c'est une très bonne nouvelle, un succès, et il faut continuer. On va voir la suite. Alors donc aujourd'hui, on dit que le gouvernement, le nouveau gouvernement, en tout cas le nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, est finalement soumis à une forme d'arbitrage des socialistes sur 3 points essentiels: les dépenses publiques, dont la réduction est exigée, enfin l'effort qui était demandé pour faire des économies de l'ordre de 44 milliards, la réforme des retraites qu'il faudrait revoir, je dis bien qu'il faudrait revoir, et la fameuse taxe Zuckman, donc, qui consiste à vouloir faire payer les riches. Qu'est-ce que vous pensez des négociations qui ont commencé, Isabelle Le Callennec, sur lesquelles on n'a pas encore beaucoup d'écho, parce que le Premier ministre n'est pas très disert. Non, pour le moment, c'est vrai qu'il reçoit les responsables politiques, il reçoit les responsables syndicaux, patronaux. Je pense que c'est la bonne chose. Quand on vient d'être nommé, c'est important de rencontrer tout un chacun. Après, effectivement, la balle va être dans son camp. Qu'est-ce qu'il va faire de toutes ces revendications, puisque certaines d'entre elles sont parfaitement contradictoires? Il sait qu'il n'a pas de majorité au Parlement, et il faut réussir à s'entendre quand même sur, j'ai envie de dire, le minimum commun. Nous, à droite et chez LR, on a été assez clair avec le Premier ministre. Je crois qu'il faut continuer aussi à assumer la sécurité. Si ça s'est bien passé hier aussi, c'est qu'on peut rendre hommage aux forces de l'ordre en particulier et aux organisations syndicales qui ont assuré effectivement une manifestation qui s'est bien déroulée. On a la question de l'immigration qui est posée et on a la question, c'est ce que vous venez de dire, sur le pouvoir d'achat des Français. Il y a une attente très forte d'augmentation du pouvoir d'achat dans ce pays. Et pour nous, à droite, il y a encore énormément de marge de manœuvre et d'efforts à faire sur la baisse de la dépense publique. Donc on va y venir. Guillaume Rouet, vous qui représentez les agriculteurs à cette table, vous avez votre propre manif le 26 septembre. Mais qu'est-ce que vous pensez d'un pays qui a tant de mal à se réformer, qui est instable politiquement, puisqu'il change de Premier ministre tous les 6 mois, et encore qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui avez quand même une certaine expérience internationale, sur cette difficulté de trouver du consensus pour adapter le pays à la mondialisation? La mondialisation, c'est ce qui a fait, en gros, la croissance de nos différentes économies pendant des décennies. Aujourd'hui, on en sort très clairement, puisqu'on voit bien que beaucoup de continents cherchent à s'isoler. Alors, il y a des alliances un peu nouvelles, mais en tout état de cause, le commerce devient beaucoup plus complexe. Et donc nous avons besoin de compétitivité, puisqu'il ne s'agit pas d'arrêter de commercer, sinon c'est la guerre générale. Quand on ne commerce plus, on ne se parle plus et on se fait la guerre. Donc moi je pense qu'il nous faut de la compétitivité. Et en l'état actuel des choses, la France a besoin d'un budget, c'est une évidence, hein, c'est ce que tout le monde cherche. Je constate que
il n'y a pas beaucoup de débats autour de la baisse aujourd'hui des dépenses de l'État, qui me semble être nécessaire, parce que avec les 150 voire 170 milliards de dettes annuelles supplémentaires, on va se retrouver rapidement dans une impasse. Et donc pour l'agriculture, nous avons des solutions. Beaucoup de solutions. On viendra au problème plus spécifique et notamment de l'agriculture. Celle que nous réclamons le plus, le droit de travailler dans un contexte juridique stable. Très bien, ça c'est les normes, on y viendra. Alors, prenons les points les uns après les autres, il y en a 3. Donc, la réduction des dépenses. 44 milliards voulait François Bayrou. Lou Bayrou, comme on l'appelle. Exit Lou Bayrou. Bon. Aujourd'hui, il y a un chiffre qui circule, on dit 30, 35. C'est ce qui a été annoncé, semble-t-il, par quelqu'un de votre camp, Agnès Evren. Ça vous paraît satisfaisant ou c'est encore trop loin des efforts qu'il faudrait faire? Alors, pour moi, il y a 3 sujets. Le premier, c'est effectivement donner une trajectoire à cette dette pour la diminuer progressivement. On n'a pas tellement de problèmes de recettes en France en réalité, puisque nous avons déjà une fiscalité qui est installée, qui est là. Il faut une réforme fiscale d'envergure. On dit qu'on ne travaille pas assez. Pas assez longtemps. Il y a un sujet autour de la meilleure répartition, une progressivité de la taxe en fonction des revenus, il faut en convenir. Mais on a plus un sujet aujourd'hui de recouvrement, de traitement de la fraude fiscale et sociale qui représente quasiment 20 milliards. Et dans les chiffres que vous donnez, eh bien, ça recouvre déjà un point extrêmement important. Et nous avons, en même temps qu'à traiter cette dette, la question du pouvoir d'achat, on vient de l'évoquer, de l'accès au logement, on n'en parle pas assez, et l'accès aux soins. Donc, les dépenses publiques, 44 milliards pour vous, c'est trop. Il faut baisser l'effort. On a besoin de trouver une stabilité politique au niveau de l'Assemblée nationale. Vous n'allez pas me répondre là. Comment on vient coudre justement cette majorité de projets? On sait qu'on va avoir du mal à mettre tout le monde d'accord. Trouvons une bonne trajectoire budgétaire pour ce budget 26 à aborder avant la fin de l'année. 44 milliards, alors c'est l'élu local qui parle. On parlait d'un effort de 10 à 12 milliards pour les collectivités locales qui ont déjà vu leur dotation d'État diminuer. Bon, donc l'effort ne viendra pas de vous. Hein. Si, probablement, chacun doit porter sa part de l'effort, mais je suis incapable de vous dire aujourd'hui ce sur quoi les parlementaires peuvent se mettre d'accord. Bon, alors j'en ai bien avancé. Taxe Zuckman, vous, c'est votre spécialité, taxer les riches. Il y a quand même un petit souci sur l'outil de travail. Comment vous feriez un budget si vous étiez aux affaires? Justement, on ne peut pas traiter ce sujet par-dessus la jambe. Et en réalité, lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de consensus à l'Assemblée nationale, de fait, lorsque les discussions budgétaires se sont tenues à l'automne dernier, 75 milliards de recettes supplémentaires ont été votées à l'Assemblée nationale. Et c'est le gouvernement qui, à ce moment-là, est passé en force. Parmi ces recettes supplémentaires, il y avait en effet la taxe dite Zuckman, du nom de cet économiste dont les travaux sont reconnus internationalement, et qui dit, à un moment donné, ce serait normal qu'il y ait une taxation de 2% du patrimoine sur les 4000 personnes les plus riches du pays. C'est cela dont on parle, des gens dont le patrimoine est supérieur à 100 millions d'euros. Et donc, cette dynamique-là de justice, elle correspond à un besoin fondamental, un double besoin. Oui, il y a besoin de ressources publiques et il y a besoin de justice. Et aujourd'hui, ça bloque sur l'outil de travail. Je termine sur ce point, c'est important. On dit que ce n'est pas un sujet de recettes. Mais si, c'est un sujet de recettes. Pourquoi? Parce que sous Emmanuel Macron, les recettes annuelles des caisses publiques ont baissé de l'équivalent de 3% du PIB. Les recettes ont baissé de 3% du PIB. Ils ont eux-mêmes creusé par la réduction des impôts dans la caisse. Oui, ils ont creusé le trou dans la caisse et maintenant déplorent que les caisses soient vides. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Et si nous devons reconstruire les services publics, comme je l'ai dit, on le voit bien. J'étais ce matin au commissariat. Il y a un manque de policiers. Il faut des policiers, notamment sur les enquêtes, de la PJ. Il faut recruter de la PJ. Il faut recruter des infirmiers. Il faut recruter des profs. Bref, il y a des besoins dans les services publics, et pour ça, il faut trouver des nouvelles recettes. Et pour trouver des nouvelles recettes, il faut aller prendre l'argent là où il est. Vous n'avez pas répondu sur l'outil de travail, mais on y reviendra. Bon, madame... non, mais tout ça ne détruit pas l'outil de travail. Écoutez, la fiscalité était plus progressive auparavant. Eh bien, ça n'a pas détruit tout le monde utilise l'exemple. Non, mais tout le monde, le Mistral. Voilà, exactement. Je vous réponds sur Mistral. Bon, on va y revenir. Non, je vous passe la parole. Sur ce point, sur Mistral. S'ils ne sont pas capables de payer maintenant, eh ben, ils peuvent échelonner le paiement ou éventuellement payer en action. Et on a fait le calcul sur 10 ans. Les actions. Sur 10 ans, ça ferait 6% de part à l'État. Alors, Madame Le Callennec, il y a un cap de responsabilité qui a été défini par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et quand même
une question de savoir si vous devez continuer dans la barque Macron. Il y a le RN qui dit oh bah là c'est l'UMPS et tout. Donc comme les extrêmes se sont mis en retrait, je parle même pas de vous qui voulez destituer le président, mais surtout moi qui suis de gauche, pas d'extrême gauche. Hein. Ça voilà. C'est les mots de certains. Qu'est-ce qui serait crédible, sachant que comme on va troquer finalement une forme de un amoindrissement des efforts sur le plan économique pour gager un peu de stabilité politique. Non, je vous ai rappelé les priorités qui étaient celles de LR et aujourd'hui l'état d'esprit qui est le nôtre, c'est plutôt de participer au redressement du pays. Et si on s'entend sur la feuille de route, mais pour ça il faudrait que le Premier ministre, après avoir écouté tout un chacun, montre la direction, à ce moment-là on se déterminera pour savoir si oui ou non on poursuit la partie. Moi, j'ai tendance à considérer que les ministres de notre famille politique qui sont aujourd'hui au gouvernement font un travail sérieux. Vous citiez Bruno Retailleau, je crois qu'on reconnaît son action. Nous étions ensemble au SPACE. Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, est venue. J'étais hier aux Assises de la pêche à Boulogne-sur-Mer. On a évoqué la question des ministres. Ce que nous demande aujourd'hui le monde économique, c'est d'avoir de la stabilité et de garder le monde économique, ceux qui font... il est très mécontent. Et de garder ceux qui font le travail et à qui ils ont parlé depuis des mois, voire des années, qui savent exactement ce qu'il y a à faire et qui ont besoin, à mon avis, d'un peu de courage pour le faire aujourd'hui. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a un vrai problème de compétitivité. C'est primordial. Moi, je suis députée au Parlement européen. Je peux vous assurer que la France aujourd'hui est regardée un peu avec inquiétude par nos partenaires européens. La France n'est quand même pas un petit pays au sein de l'Europe et aujourd'hui, elle fait peur par son incapacité à prendre des mesures que les autres démocraties européennes ont réussi à prendre ces dernières années. Donc oui, on a un problème de compétitivité et oui, ce sont les chefs d'entreprise qui créent les emplois. Donc à chaque fois qu'il y aura plus de taxes... Non, c'est le capital humain des entreprises. Ce ne sont pas eux qui créent l'emploi. Par leur travail, moi j'ai beaucoup de respect pour les travailleurs, comme vous les appelez. Par leur travail, effectivement, ils participent à cette économie, exactement, au développement économique. Et encore une fois, pour discuter avec des chefs d'entreprise et des salariés, si on assèche, vous l'avez dit, moi je vous rejoins complètement, ne pas toucher à l'outil de production. Aujourd'hui, les taxes, les charges, les normes, c'est ce qui empêche en fait nos entreprises de créer de la valeur, de la richesse pour la réintroduire, réinvestir et augmenter les salaires. Parce que c'est ça qu'on souhaite aujourd'hui pour tout le monde. C'est non pas appauvrir ceux qui gagnent bien leur vie, et tant mieux pour eux, mais c'est plutôt avoir une richesse supplémentaire pour ceux qui, Guillaume effectivement, Rouet, par leur travail, vous qui êtes un chef d'entreprise, méritent avoir une évolution de leur Pourquoi revenu. est-ce qu'on emprunte désormais à des taux plus élevés que l'Italie, ce pays dont finalement qu'on regardait avec une certaine condescendance et qui dans le fond dans la gestion des affaires politico-économiques fait plutôt mieux que la France, parce que on est en train maintenant, la destitution du président n'est sans doute pas la bonne solution pour la stabilité des institutions. Il y aura sans doute avant ça peut-être une motion de censure. Oui, on en parlera. Mais malgré tout, dans quel état le président Macron laisse le pays? Est-ce que la France a progressé en 8 ans? Juste avant de répondre à cette question, je voudrais reprendre un peu les propos de Pierre-Yves Cadalin, qui dit qu'il y a eu un cadeau fiscal de 3% du PIB par an, ce qui représente quand même sur 3 000 milliards, pratiquement 90 milliards. Hein. 3 000 milliards, énorme. Ça fait... Non. Ça se saurait si ces 90 milliards étaient tombés tous les ans dans les poches des chefs d'entreprise et qui se seraient barrés sans doute avec en Suisse ou ailleurs. Un rapport du Sénat qui est instructif qui montre que 210 milliards de dettes publiques sont concédées par an aux entreprises. Inversez votre raisonnement. Posez-vous la question de savoir ce qui se serait passé si ces 90 milliards-là n'avaient pas été réinjectés en quelque sorte dans l'économie des entreprises. Dans quel état aurions-nous été? Aujourd'hui, le budget de l'État, il est d'abord et avant tout le monde le sait,
financé par la TVA, qui est le principal impôt sur les Français. Et donc, c'est l'activité qui crée en fait la richesse de ce pays. Or, si on tue l'activité, il n'y a plus de richesse. Mais maintenant, là, on pour tue répondre l'activité, ce genre de budget récessif, c'est bien le problème. Mais ce n'est pas un budget récessif. Enfin, moi, je ne vais pas défendre le budget de... Vous pensez vraiment qu'on est en période d'austérité ? Ça fait plusieurs années qu'il y a des coupes budgétaires. Le dernier budget Bayrou, c'est un budget qui est un budget de nature récessive. Et de fait, l'activité, je veux dire, est ralentie. Non, mais récessif pour qui ? Parce qu'il y a un problème à la fois de projection des acteurs économiques dans le temps, pour l'activité, pour les investisseurs. Et l'investissement public n'accompagne pas suffisamment les investisseurs. Terminez votre propos, monsieur Holouet. Pour le budget de l'État, et c'est salutaire. Parce que nous avons besoin de ça. Aujourd'hui, vous dites que ça va bien, on fait 170 milliards de trous tous les ans. Et que... non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on ne va pas suffisamment loin. C'est l'inverse de vous. Ça ne marche pas, mais donc il faut faire encore plus la même chose. Vous estimez sans doute qu'on est au bord du précipice et qu'il faut faire un pas en avant. Pour répondre quand même à la question que vous avez posée sur l'Italie, parce que ça c'est très intéressant. C'était l'homme malade de l'Europe. Je crois qu'il y a une chose qui est hyper simple, c'est la confiance. Nous sommes en train de devenir. C'est la confiance. Quand un État, quand un gouvernement met en place une politique qui redonne confiance à ses financiers, à ce moment-là, effectivement, il y a plus de libéralité. Aujourd'hui, la France est instable. Alors après, je ne vais pas faire de commentaires sur le plan politique avec les 3 blocs, etc. Mais en tout état de cause, nous n'aspirons plus confiance ou moins confiance. Et on ne peut pas rentrer dans l'instabilité. Et vouloir en rajouter en disant il faut destituer le chef de l'État, etc., c'est foutre un bordel inimaginable. Alors je vous passe la parole après, mais il faut laisser Stéphane Rodotte s'exprimer sur les exigences actuelles entre la révolte, la colère sociale, comme on dit, et ce qui risque d'être, à un moment donné, la sanction des marchés financiers. Je crois je rejoins ce qu'a dit Guillaume Rouet à l'instant, on a besoin de restaurer la confiance. La confiance, c'est déjà de l'investissement. On investit quand on a confiance dans la trajectoire du pays. On voit qu'on peut et on est en capacité d'attirer des investissements étrangers, autour de l'innovation notamment. Et si nous instaurons une fiscalité perçue comme confiscatoire, eh bien le sujet, c'est que ces investisseurs ne viendront pas. Et si nous avons cette fiscalité trop lourde sur l'activité économique, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, eh bien on est tout simplement en train de s'appauvrir. Et on voit de la mobilité, on voit qu'il y a des personnes qui arrivent à optimiser fiscalement, qui changent le siège de leur entreprise, qui fuient le pays pour aller ailleurs. On voit que le Royaume-Uni ou la Norvège, en instituant des taxes confiscatoires, ont vu un certain nombre de ménages aisés partir parce que l'assiette venait ponctionner l'outil de production de leur entreprise. Si c'est se focaliser... Je termine. Tous les économistes ne sont pas d'accord, M. Gadalin. Si c'est pour se concentrer sur une richesse qui est personnelle, sur un patrimoine, je dis il faut une progressivité. Non, mais enfin, ça, c'est important de le dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, le problème de la taxe Zuckman, c'est que taxer les patrimoines de plus de 100 millions d'euros, ça ne fait peur à personne. En tout cas, ça ne déplaît à personne. Non, c'est peut-être les effets pervers de la mesure. Analysons très clairement ces effets pervers, mais je crois qu'il faut véritablement une réforme fiscale d'envergure. Il y a un exemple très concret. Moi, j'ai toujours été opposé à la suppression de la taxe d'habitation. Vous parlez des présidentielles, vous dites réforme fiscale d'envergure, très bien, on peut parler aussi de la décentralisation, ça ne mange pas de pain. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Donc, Pierre-Yves Cadalin, on voit bien que les points de vue sont très opposés, que ça va être difficile de trouver un point d'équilibre, et que le Premier ministre, M. Lecornu, aura du mal à tenir, et donc il y a une dissolution assez probable. Vous allez plus loin, vous êtes pour la destitution du président. Est-ce que c'est pas quand même un peu dangereux dans un monde extrêmement instable ? Est-ce qu'on peut pas ? Est-ce que ça n'accrédite pas l'idée que vous êtes constamment à la recherche d'une stratégie du chaos? On se demande qui répand cette idée. Mais alors, je lis. Oui, vous la lisez sous votre propre plume, peut-être. Mais alors, je ne suis pas le seul. Toujours est-il qu'ici, je note avec un certain amusement que 4 Français sur 5 sont favorables à la taxe Zuckman et que sur ce plateau, c'est l'inverse. Et qu'en réalité, il y a un problème général dans nos institutions qui relève de cette nature, c'est qu'il y a des revendications populaires ultra majoritaires qui ne trouvent pas leur traduction dans les institutions politiques actuellement, notamment parce que oui, nous pensons que l'agent de l'instabilité, le principal responsable de la situation chaotique actuelle, c'est Emmanuel Macron qui s'obstine
à vouloir mener sa politique, notamment sur le plan économique, alors qu'elle est massivement rejetée dans le pays, et que de ce fait-là, il doit partir. Nous avons, avec des communistes et des écologistes, vous ne pensez pas qu'une dissolution permettrait de clarifier les choses avant, La dissolution, on n'y est pas forcément hostile, mais elle n'a pas résolu manifestement la situation dans le pays. Et sous les institutions de la Ve République, il se trouve que l'élection présidentielle est celle où des grands choix se présentent et, d'une certaine façon, le pays pourrait prendre à cette occasion une nouvelle orientation. C'est donc la condition, au contraire, la destitution ou la démission d'Emmanuel Macron, c'est la condition du retour le plus rapide à la stabilité et au double besoin de ressources publiques et de justice. Quand vous serez, enfin vous, Jean-Luc Mélenchon, président de la République, si à la première révolte populaire, on dit démission, ça ne peut pas marcher, il faut des règles quand même. Moi, j'ai envie de dire que Emmanuel Macron a joué aux apprentis sorciers en faisant la dissolution de l'Assemblée nationale juste après des élections européennes qui n'avaient rien à voir avec le sujet direct. Donc ça, c'est le péché originel. Depuis, on est à notre 3e Premier ministre. On a effectivement une Assemblée nationale qui ne fait pas l'unanimité pour elle et qui n'a pas de majorité. J'ai envie de dire, stop, arrêtons. Arrêtons, et puis par respect pour ceux qui se présentent aux élections municipales. Dans 6 mois, entendre en permanence parler de dissolution, de destitution, je trouve que c'est incorrect et vraiment, c'est faire peu de cas de ce que font au quotidien les élus locaux qui essaient de tenir le pays comme ils peuvent. Donc, restons sur le calendrier, sur celui qui est prévu, c'est-à-dire des élections municipales. Vous aurez peut-être des élections municipales et ensuite, effectivement, il y aura des présidentielles. Et en effet, les Français trancheront sur la direction. Si vous permettez, parce que l'émission va se terminer. Mais on ne peut pas jouer en permanence avec le nerf et les nerfs des Français. Surtout qu'il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Je voudrais quand même, avant que l'émission se termine, qu'on dise un mot sur le Mercosur, parce que il y a à la fois notre situation intérieure, ses difficultés, mais il y a aussi notre impuissance européenne. Alors, qu'est-ce qui va se passer là ? Comment vous voyez les choses ? Sur le Mercosur, on avait déjà lancé l'alerte il y a quelques temps, parce que le président Macron disait « nous sommes contre l'accord en l'état ». Et nous avions dit « attention ». Le « en l'état » veut dire que les macronistes sont prêts à faire avaler l'accord à tout le monde, dont personne ne veut. Tous les syndicats agricoles sont contre cet accord. Parce qu'en réalité, il présente des dangers considérables. Par exemple, sur le secteur de la volaille, il faut s'imaginer, c'est 180 000 tonnes qui vont arriver depuis la zone Amérique du Sud dans la zone européenne, et que cela va être un gros problème. Et c'est de droits de douane et avec des normes aussi. Si, il y a déjà 1 million de tonnes qui rentrent tous les ans. Mais il y aura des supplémentaires dans le cadre de cet accord-là. Je dis juste, il y a une crise du modèle de l'agriculture à l'exportation. Oui. Il faut passer à une autre agriculture plus vivrière, plus respectueuse. Là, on a un spécialiste. Un spécialiste de l'agriculture exportatrice. Oui, et intensive et productive. Voilà, qui nous a quand même rapporté un peu d'argent. Je le revendique, oui, tout à fait. Ça nous sépare, c'est pas grave. Moi, je nourris les Français avec mon agriculture, tandis que l'autre agriculture que je respecte profondément ne nourrira que 10% des Français au maximum. Il va falloir trouver la main-d'œuvre pour aller. Oui, mais Hélène Torgeman, c'est avec un angle de vue, je l'ai lu également, qui n'est pas du tout réaliste. On va donner la parole à tout le monde. Sur le Mercosur. Rapidos. Moi, à titre personnel, je suis pour un commerce libéral. Donc le Mercosur ne m'indispose pas plus que ça. Pour la Bretagne, ce n'est pas non plus une catastrophe monumentale. Par contre, effectivement, il y a le secteur de la viticulture et un certain nombre d'autres secteurs pour lesquels il y a plus de difficultés. L'enjeu du Mercosur, et c'est quand Emmanuel Macron dit « il ne me plaît pas en l'état », il faut entendre par là, en tout cas j'espère que c'est ça l'angle, que en fonction donc des contingents qui doivent rentrer, ils doivent respecter les mêmes normes que celles qui sont appliquées en Europe. Et quand on aura fait ça, la messe sera dite et il n'y a pas de problème de Mercosur. Isabelle Le Callennec, l'impuissance. Voilà, on va avoir le débat au Parlement européen. Nous, ce qui nous a déplu, c'est la manière dont Ursula von der Leyen est allée négocier elle-même toute seule dans son coin cet accord. Donc aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture essaie d'obtenir une espèce de minorité de blocage pour continuer à maintenir la pression pour ce qu'on appelle les clauses de sauvegarde, parce qu'il y a quand même des fortes inquiétudes. On a déposé un recours auprès de la Cour européenne de justice sur, encore une fois, la méthode. Et le débat va s'ouvrir
là, dès la semaine prochaine, au Parlement européen. Une dernière C'est question. l'illustration flagrante que nous avons besoin de stabilité en France pour peser en Europe, parce que le Mercosur, tel qu'il a été cousu, est plutôt favorable à l'Allemagne et aux Pays-Bas. Vous êtes candidat à la mairie de Brest? C'est un peu tôt pour se prononcer. C'est un peu tôt, c'est dans 3 mois. Laissons le mois de septembre s'écouler et nous verrons ça. Et vous y allez ou vous cédez la place aux écologistes? Je serai Comment sur le la liste. sûr. Je serai sur une liste. Donc vous laisserez les écologistes conduire la liste? Ah non, on a annoncé qu'il y aurait une liste Brest Insoumise. Évidemment, la porte est toujours ouverte aux négociations de celles et ceux qui voudraient nous rejoindre pour proposer une alternative. Les négociations avec eux? Là, le contact est toujours là, mais il est clair que nous serons présents à cette élection. Je serai moi-même sur la liste, mais je pense que de plein de points de vue, la ville a besoin de renouveau. Moi, je suis candidate à travailler au Parlement européen pour la région Bretagne. C'est pour ça que je continue à lutter contre le versement mobilité additionnel. Malgré tout, pour finir, est-ce que ces élections municipales ne risquent-elles pas d'être nationalisées? Si, bien sûr, et notamment dans les grandes villes. Et ça, je trouve que c'est une très mauvaise nouvelle parce que, encore une fois, nos maires, nos élus locaux font un travail remarquable sur le terrain et tiennent à peu près notre démocratie et notre République aujourd'hui quand tout va mal au niveau national. Enfin, les députés font du bon boulot aussi, je vous rassure. Ah oui, je sais que vous travaillez. Vous êtes tous formidables, mais le pays va mal. Bon, alors on en reparlera la prochaine fois. Merci madame, merci messieurs, et on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités sur TBO et TB Sud. Passez un bon week-end, à très vite. Merci.